Salut l'équipe, content de vous retrouver. Dans cette vidéo, on va aborder deux choses principales. On va parler un petit peu Ligue 1 avec deux équipes sur lesquelles on va revenir, Marseille et Reims. Pourquoi est-ce que j'ai pas été tant surpris de la défaite de l'OM? Pourquoi c'était peut-être un peu prévisible? Et aussi pourquoi Reims, qui du coup est dans le top 5 de Ligue 1 actuellement, pourrait ne pas y rester à terme. En fait, les deux raisons sont un petit peu liées, vous allez voir. On va aborder le principe de surperformance. Et ensuite, on va discuter de l'actualité de deux joueurs français, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, pas pour les mêmes raisons. Allez, on va tout de suite sur Understat pour parler de Marseille et de Reims. Donc, comme vous le voyez, les deux équipes sont dans le top 5 de Ligue 1. Mais si on regarde ce top 5 avec plus de précision, on regarde que Marseille et Reims ont un point commun. Ce sont les deux seules équipes du top 5 qui surperforment dans les deux surfaces. Donc qu'est-ce que ça veut dire là? Ce sont les expected goals, donc les occasions que les équipes se sont créées. En gros résumé, si vous ne savez toujours pas ce que c'est, j'ai des vidéos où je l'explique, j'en ai plusieurs. Et ça, ce sont les occasions en gros qu'elles ont concédées. Et dans les deux cas, on va dire qu'elles ont encaissé ici, Marseille a encaissé 3 buts de moins environ que ce qui aurait pu être le cas avec des joueurs médians compte tenu des occasions que l'équipe a concédées. Reims en est autour de 3 aussi, un petit peu moins. Et Marseille, on a une grosse surperformance offensive parce que les attaquants ont marqué 5 buts environ de plus que ce qu'ils auraient dû. Et puis Reims, on est autour de 1 but. Et qu'est-ce que ça signifie? Je vous disais que la défaite de Marseille ne me surprend pas tant que ça. En fait, c'est ce qu'on appelle une surperformance. Et si on va regarder dans les détails, hop, Marseille. Donc ici, vous avez les scores des premiers matchs de l'OM, même des 6 matchs de l'OM cette saison en Ligue 1. À chaque fois, alors là c'est caché par View, mais le petit carré de couleur qu'il y a au-dessus, c'est pour les XG de Marseille. Donc on voit que face à Brest, l'OM, il n'y a pas trop débat, presque 3 XG, 1,51 concédé, résultat final 5-1. Bon, il y a quand même une surperformance offensive, hein, ils ont marqué 5 buts pour 2,96 XG, mais le résultat est cohérent. Reims, en revanche, il y a match nul, mais pour ceux qui se rappellent, Eli Wahi avait beaucoup croqué devant le but. Voilà, on a Eli Wahi, Ro, Wahi, Wahi. Ouais. Il y avait un gros match défensif, je vais dire, du gardien de Reims, pas nécessairement. Si, ouais, remarque, il save les 2 tirs. On le voit, save, shoot. Mais Eli Wahi avait quand même pas mal manqué dans sa finition. Du côté de Reims, on s'était procuré une seule vraie occasion, c'était celle de Yaya Fofana, qui s'amène plutôt bien, hein, déjà, pour ceux qui se rappellent du but. Et après, le but de Sergio Akeme, il est sur un XG de 0,06, donc 6% de chance de marquer. Donc là, si on va voir dans les stats avancées, sur 100, si on rejoue 100 fois ce match avec la simulation algorithmique via les occasions qu'il y a eu, Marseille le gagne 81 fois et Reims 7 fois. Donc là, c'est un petit peu mal payé. Mais en fait, c'est plus sur les derniers matchs parce que là, pareil, Toulouse, 1,30 XG, 3-1. Encore une fois, l'équipe surperforme. Marseille met quand même pas mal plus de buts que d'occasions qu'ils n'ont eu parce qu'en fait, ils ont réussi à marquer dans des occasions qui n'en sont pas vraiment. Là, le but de Greenwood, 10% de chance de marquer. Le but ici, 6% de chance. Donc ouais, voilà un petit peu. Puis il y a un but contre son camp aussi de Cresswell. Mais en fait, c'est surtout sur les 3 dernières rencontres de l'OM. Si on regarde précisément, en fait, on a Nice, Lyon, Strasbourg du coup. Et déjà à partir de Nice, on avait eu une surperformance. En réalité, Marseille avait gagné, mais s'est procuré deux situations notables, donc Mopé la tête et ensuite une autre de Jonathan Rao. Mais au global, Nice avait eu quand même plus de situations. On a quand même des assez marquantes avec Moukoko ici, Abdi, celle de Pablo Rosario quand même qui est pas loin des 0,60 XG, donc c'est assez énorme. Et une autre ici de Evan Guessant qui sont toutes manquées. Donc 0 but, c'est quand même très mal payé pour Nice comparé à ce qu'ils ont vraiment produit. Et on le voit là, 56% de chance de l'emporter pour Nice compte tenu des occasions qu'ils se sont procurées. Et en réalité, pour ceux qui ont vu le match face à Lyon, que j'ai débriefé, c'est un petit peu la même chose. Il y avait eu le pénalty manqué de Lacazette, il y avait énormément de manqués. Et Rouli, du coup, fait un début de saison assez fort. Hein. On le voit là, saved shot,
saved shot, donc c'est des arrêts, des arrêts de roulis. Et en fait, en face Marseille, pardon, pour eux, il y a le but de Lirola, mais il y a 2 buts en surperformance totale, 0,03 XG, 0,02 XG. Et en fait, qu'est-ce que ça induit ? Ça induit que globalement, Marseille, du coup, effectivement, aurait dû remporter les 3 premiers, mais aurait pu perdre les 3 suivants, donc pourrait être actuellement à 9 points, du coup, au lieu, je ne sais plus combien ils ont de points, 13 au lieu de 13. Voilà, parce que Nice, il y a eu la victoire ici en ayant eu moins d'occasions notables. Lyon, il y a eu la victoire assez folle. Et Strasbourg, c'était un peu parti pour que ce soit la même chose, parce qu'en réalité, Strasbourg, il y a des gros manqués de Emega. Il y a 2 gros manqués, même 3 manqués vraiment notables de Emega. Il y a Dylan Bakwa aussi qui en manque une où il la met un peu, il la rate un peu, il part sur un contre-attaque, je crois, il part dans l'espace et il la cadre, il me semble, non, mixte. Il doit la mettre là, juste à côté de mémoire, elle passe pas loin, mais alors finalement Strasbourg arrive à équilibrer en marquant un but compliqué dans un angle fermé avec Diego Moreira, Diegzi. mais ouais, Marseille, bon, il y a une grosse occasion de Neil Mopé, pardon, mais sinon c'est vraiment pas fameux. Et je me disais à tout moment, Marseille peut vraiment en plus arriver à accrocher le nul avec une surperformance encore, parce que je crois qu'il y a un des tirs de Greenwood qui passe pas loin. Saved, ça doit être celui-là, je crois que le gardien arrête, il la met bien. Mais en réalité, à l'endroit où il est, c'est 0,02 XG, c'est pas un but qui est souvent marqué au football. Et en fait, c'est ça la notion de surperformance, c'est quand, en fait, ta production pure, là si on regarde la production pure de Marseille, donc, dans les occasions procurées, Marseille est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans les occasions qu'ils ont concédées, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 équipes. Enfin, non, ils sont 11e. Donc, il y a 10 équipes qui font mieux que l'OM. Alors, le match contre Lyon, forcément, on joue parce qu'il y a eu le rouge et que tu vas concéder plus. Mais du coup, en fait, dans la production pure, Marseille, c'est pas incroyable. Quand tu regardes au expected points, le classement corrigé, en fonction de ça, Marseille passe de la 3e à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e place. Et ce classement, il sert à quoi ? Il sert à voir comment tu pourrais être classé. C'est pas vraiment un classement au mérite. Si tu marques, tu mérites de marquer, etc. Il y a plein de gens qui s'offusquent à cause de ça en disant tu dis qu'on mérite pas, ça n'a aucun rapport, faut essayer d'ouvrir un peu son esprit. C'est pas du tout un classement au mérite, c'est un classement de production qui dit que si les attaquants n'étaient pas si efficaces et que le gardien n'était pas si fort, voilà où l'équipe pourrait se trouver. C'est-à-dire que Toulouse et Nantes produisent plus que Marseille quand on fait le cumul entre les occasions qu'ils concèdent et les occasions qu'ils se créent. Mais Toulouse et Nantes sont moins bien classés que l'OM parce qu'ils ont des joueurs moins réalistes dans les 2 surfaces. Et comme je vous le dis souvent, au football, tu peux produire le meilleur jeu du monde. Si tu n'as pas des attaquants forts et un gardien fort, ça sert à rien. Et c'est une chose qu'a compris le Real Madrid, on en a déjà parlé. Donc voilà, Marseille était en surperformance sur ce début de saison. Fallait bien qu'à un moment ou à un autre, ça ne passe pas, parce que c'est très dur de tenir une surperformance sur toute une saison. Ça se voit des fois. Et d'ailleurs, souvent, quand ça se produit, l'équipe fait une grosse performance en Ligue 1. Lille, par exemple, la saison, ils remportent la Ligue 1. Ils sont en surperformance, parce qu'en réalité, en fait, c'est un peu, vous savez, cette énergie quand on se dit, mais l'équipe, tout lui réussit. Il y avait Burak Yilmaz qui met des buts hors surface, ultra clutch, le gardien Maignan à l'époque qui était en forme, etc. Et du coup, ça s'est tenu sur une saison, mais la saison d'après, c'est dur. Puis après, tu vends des joueurs, etc. Donc si tu vends tes joueurs qui te font surperformer, ça va être dur. Et c'est comme aussi Clermont, je sais plus, c'est la saison 2022-2023, non ? Clermont finit 8e en Ligue 1. Et quand on regarde aux expected points, je pense que ils sont censés être un peu plus bas. Ils ont quand même surperformé sans pour autant être ici. Mais il y a Mourinho qui avait sauvé pas mal de buts, etc. Et finalement, on va aller voir directement. Mais la saison d'après, Clermont, c'est dernier de Ligue 1. Donc une surperformance, tu la tiens rarement plusieurs saisons. Et du coup, c'est ça qui est dangereux. Il va falloir que Marseille arrive à plus se procurer de vraies occasions de but, de vraies situations, et essayer d'en concéder un peu moins, parce que c'est pas si rassurant. 2 Herbie-Ball, etc. C'est bien gentil, mais il va falloir aussi essayer d'être constant, etc. Bon, après, ça fait que 6 matchs. Et comme je dis, les 3 premiers, Marseille mérite de les gagner en soi. Par contre, les 3 d'après, c'est plus délicat. Là, la série est un peu plus délicate dans la production,
Mais en revanche, dans la performance, bah, ça passe parce que tu remportes quand même les matchs. Donc à voir si ça se tient sur le long terme. Et du coup, bah, ça va nous permettre d'aller directement sur Reims, du coup, qui est 4e, mais qui au expected points est bien plus bas que l'OM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc pareil, il y a une surperformance. Quand on va dans le détail, alors à Reims contre Lille, donc ils perdent 2-0, défaite méritée, 0,08 XG à 2,32, bon bah, voilà, il n'y a pas trop de débat. Ensuite, ils accrochent le nul contre l'OM, donc on en a parlé tout à l'heure, beaucoup de ratés de Wai, etc. En fait, ils auraient pu perdre. Après, contre Rennes, ils gagnent 2-1, ils produisent 2 XG à 1, donc match totalement voilà, correct, normal. Mais après Nantes, bah, ils arrivent à l'emporter 2-1 en produisant 0,55 XG à 1,43 pour Nantes. Contre le PSG, ils arrivent à accrocher le nul, mais Paris, pareil, se procure quand même plus d'occasions et il y a quand même quelques gros loupés. Là, si on regarde un peu en détail, Reims, une grosse occasion, un but. Et là, contre Angers, voilà, il n'y a pas trop de débat. Mais du coup, il y a 2 matchs où tu aurais pu, même 3 matchs du coup, avec le nul. Ouais. Tu as 3 matchs, donc si tu prends ça, là, les 2 nuls, du coup, plus du coup, le match contre Nantes, tu pourrais être plus bas, donc c'est pareil, on est sur une situation de surperformance. Si on va un petit peu dans le détail, en fait, on se rend compte que Marseille et Reims, si tu regardes en détail, bah, en fait, là, c'est dans les performances des gardiens, c'est les équipes les plus aidées, et plus tu es dans le rouge, moins tu es aidé par ton gardien. Et Reims et Marseille sont parmi les 2 équipes les plus aidées par leur gardien en Ligue 1. En fait, c'est bon signe, c'est cool de se dire que tu peux compter sur ton gardien, mais il faudrait aussi ne pas avoir à autant compter dessus. Et encore, ça compte même pas les pénaltys arrêtés. Je crois que c'est sans les pénaltys, quelque chose comme ça de mémoire. Ouais. Alors, n'inclut pas les buts contre son camp, sauf les tirs au but. Je ne sais pas s'il y a les pénaltys ou pas, mais je crois pas. Dans ce cas-là, Marseille serait sans doute plus haut. Mais du coup, dans les 2 équipes les plus aidées par leur gardien, et c'est littéralement les 2 équipes les plus aidées par leurs joueurs au niveau de la finition. Voilà, ils ont marqué beaucoup plus que prévu. Enfin, en tout cas, leurs joueurs arrivent à mettre des buts compliqués. Alors comme ça, Reims, les Rémois, je pourrais comprendre que vous soyez surpris parce que il y a un peu le truc en tête du dernier match où c'est Mounesti qui a raté beaucoup de grosses situations. En fait, si on regarde dans le détail, dans les grosses occasions manquées, bah Marseille en manque 8 et Reims en manque 8 et donc la plupart dans le dernier match. En fait, quand tu compares avec les autres équipes, là, 23 manqués, 18, 17, etc., ça reste des équipes quand même assez clutch au global. Et du coup, voilà, c'est ça la notion de surperformance, d'arriver à faire mieux que ce que tu produis dans tes occasions que tu te crées, dans les occasions que tu génères, être réaliste dans les 2 surfaces. La question, c'est est-ce que ça tiendra toute la saison? C'est quelque chose de très dur. Il faut pouvoir se le permettre, il faut avoir des joueurs au niveau. Peut-être pour Marseille, pour Reims, peut-être que ce sera plus compliqué. Donc voilà, à suivre. Après, voilà, ça fait que 6 matchs. Les équipes ont le temps de trouver des systèmes qui permettent de créer plus d'occasions et d'en concéder moins. Mais ça reste important parce que les supporters marchent beaucoup à la culture du résultat. Par exemple, l'an dernier, Marseille, faudrait vérifier, mais l'an dernier, Marseille, du coup, termine 8e de Ligue 1. Mais aux expected points, ils sont 2e. Et en fait, c'est l'inverse. Ils sous-performaient énormément. Alors qu'en fait, ils produisaient plus que les équipes qui étaient devant eux au classement. Sauf qu'ils ont beaucoup manqué face au but, ils ont beaucoup croqué. Si on va regarder dans le détail, alors Aubameyang, il fait une bonne saison, surtout en Europe. Il marque, c'est vrai, en Ligue 1, etc. Mais quand on regarde les joueurs qui avaient manqué le plus de grosses occasions, c'était Aubameyang, 22. Et d'ailleurs, Wai 2e et Marseille recrute Wai. Bon. Et du coup, après ça peut être bon signe parce que ça veut dire que le joueur sait au moins se procurer des occasions, mais faut pas que ça dure trop longtemps, on va dire. Et du coup, cette saison-là, tous les supporters de Marseille se disent quoi? On fait une saison horrible, on est nul, virer les coachs, etc. Mais en fait, ces coachs-là de Marseille, avec cette équipe de cette saison-là qui surperforme, peut-être que ça finit 2 ou 3e et que les supporters n'ont pas le même avis. Et la culture du résultat, ça change beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on a les stats avancées, heureusement. Liverpool les utilise, les expected points, c'est du sérieux, c'est pas un truc de rigolo. On utilise les stats avancées pour prédire un peu l'avenir, comment ça peut se dérouler, est-ce qu'on produit assez. Il y en a qui utilisent ça pour recruter des coachs. Ils disent, ok, l'équipe elle a terminé 10e, mais en fait en production il pourrait être ici. Bah c'est peut-être pas forcément que la faute du coach, peut-être que le gardien est mauvais, les attaquants aussi, etc. Donc voilà pour Marseille et Reims. Intéressant d'en parler, les 2 dans le top 5, mais en surperformance, à voir à long terme du coup.
Après, on a une news, du coup, équipe de France, Antoine Griezmann, qui annonce sa retraite internationale. Effectivement, personne l'avait vu venir, on s'y attendait pas trop. Voilà, c'est un article d'Eurosport. Ils expliquent que ouais, Griezmann, met un terme à sa. Enfin, il annonce sa retraite internationale, 137 sélections, 44 buts, on va le voir après. Sûrement un des joueurs les plus importants de la décennie chez les Bleus, ça c'est clair. Pogba a marqué l'équipe aussi, hein, il est très fort au milieu. Enfin voilà, il y a quelques joueurs comme ça très marquants, et même Griezmann, je pense qu'au total, dans l'histoire de l'équipe de France, il est sûrement top 5. Stupeur total, voilà, Antoine Griezmann, vice-capitaine, qui annonce sa retraite. Voilà, ils expliquent que ses performances à Atlético Madrid sont plutôt bonnes lors des 2 dernières saisons, donc on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait une fin aussi nette, qu'il y aura un peu un goût d'inachevé. Voilà, ces 2 dernières grosses compétitions internationales sont un peu en dents de scie. On est un peu frustré, il y a beaucoup de suppositions, c'est pas vraiment les raisons réelles. Le poste de son annonce, il est un petit peu sec, c'est court quoi. C'est avec le cœur plein de souvenirs que je clôt ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. Avec tout ce qu'il a apporté, avec toute l'histoire, ça fait un peu court. Il y a une petite vidéo, bon, avec quelques moments sympas. Ouais, c'est bon, ouais, effectivement, il n'entre pas dans les détails, quoi. C'est un petit peu, brut comme ça, on ne s'attend pas vraiment. Après, eux, ils théorisent sur le fameux brassard, que l'histoire avec Mbappé qui récupère le brassard, peut-être que Griezmann a senti un peu un désamour de Deschamps, ou que Deschamps le priorisait Mbappé plutôt que lui, alors que Griezmann avait répondu présent longtemps et que c'était vraiment un des hommes forts de l'équipe, qui a eu ce changement de statut, si on peut dire ça. Et effectivement, après, il y avait eu des bruits de couloir comme quoi ça commençait à être compliqué, comme quoi même Mbappé au sein du vestiaire, c'était délicat. Donc ouais, est-ce que c'est Mbappé Deschamps contre le reste du monde? Est-ce que c'est Deschamps contre Mbappé contre le reste du monde? Enfin, comment ça se passe en interne, on ne saura jamais vraiment trop. C'est dur de faire la différence entre ceux qui veulent le buzz, dire un peu tout et n'importe quoi et la vérité. Mais en tout cas, sans trop de doute, on peut dire qu'il y a des choses étranges, qu'il y a des choses qui vont pas forcément. Mais ouais, on s'en souviendra de Griezmann à vie, forcément, un des joueurs les plus marquants de l'équipe de France. Comme ils disent, 2016, l'Euro, voilà, la Coupe du Monde 2018, 2022. Voilà, je vais lire un peu, mais la défaite en finale avait, elle, nourri les ambitions de la nouvelle génération dont il fut l'incarnation. Celle-ci a connu son sommet à Moscou, décisif des quarts jusqu'en finale de la Coupe du Monde 2018. Il a achevé la compétition avec 4 buts, dont 1 en finale et 3 passes décisives, et il ne devra qu'à une injuste dispersion des voix lors du scrutin son échec lors du Ballon d'Or 2018. Après, il y avait le retour de Karim Benzema, c'est vrai. Ils disent que ça a dilué, selon eux, son influence en sélection. Il avait raté l'Euro 2021, mais le mondial au Qatar, ouais, où il est replacé comme dans le milieu à 3, etc., avait rappelé le joueur unique qu'il était, le joueur polyvalent. C'est un joueur qui a joué ailier gauche, qui a joué second attaquant dans sa carrière, qui a joué milieu offensif, qui a joué milieu central, donc un des joueurs les plus polyvalents qu'on ait vu, sans aucun doute. Et ouais, en 10 ans, il écrit une histoire glorieuse avec les Bleus. On se souviendra de lui, ça se termine peut-être pas forcément comme on le voudrait. En plus, la prochaine Coupe du Monde était aux États-Unis. Voilà, Griezmann, 4e meilleur buteur de l'histoire de la sélection, 44 buts, juste derrière Mbappé. Et au niveau des passeurs, c'est le meilleur passeur de l'histoire de la sélection. Donc oui, c'est sans aucun doute un des 5 joueurs les plus marquants de notre histoire, de l'histoire des Bleus. Donc voilà, une grosse pensée envers lui, grand remerciement pour tout ce qu'il nous a apporté et pour ses contributions, ses larges contributions dans nos succès, dans les grosses compétitions, et que ce soit succès ou pas, mais en tout cas, il a vraiment très souvent répondu présent, même si c'était plus compliqué lors de ces derniers temps. Mais ouais, franchement, respect, monsieur Griezmann. Et puis dernière petite réaction, c'est sur le cas Ousmane Dembélé, qui a été écarté par Luis Enrique du coup pour raisons disciplinaires. Article de l'équipe. Donc Ousmane Dembélé n'est pas dans le groupe parisien qui seront à Londres ce lundi matin à la veille d'affronter Arsenal dans le cadre de la 2e journée de la phase de Ligue des Champions. Une sanction décidée par son entraîneur Luis Enrique après un débriefing musclé entre les deux hommes après la victoire du PSG face à Rennes ce vendredi. Quand j'ai vu ça au début, quand j'ai juste vu qu'il était écarté, etc., on n'avait pas forcément cette idée-là qu'il y avait eu une discussion particulièrement musclée.
Par contre, on sait que sur les derniers matchs, là, contre Rennes, même contre Gérone, il y a eu des choix un peu étranges, où il a choisi la frappe et où il n'a pas marqué, alors qu'il y aurait une situation de passe, pardon, peut-être plus évidente et plus logique. Peut-être qu'il y a une frustration qui a été un petit peu générée chez Luis Enrique à cause de ça, peut-être même dans d'autres domaines. Voilà, ça m'intrigue au début. Je me dis peut-être qu'il y a un lien. Du coup, après, il y a cette idée-là qu'il y a eu un débriefing musclé, donc c'est sans doute lié, sans doute que Luis Enrique a voulu lui dire bon, tu déconnes un peu sur certains de tes choix. Est-ce que Dembélé, depuis qu'Mbappé est parti et aussi depuis que là il marque quand même pas mal en ce début de saison, peut-être est-ce qu'il veut prendre plus de responsabilités, avoir un peu l'image de la star de l'effectif, ou est-ce qu'il se dit voilà, c'est sûrement un joueur qui doit penser au fait que beaucoup de gens le critiquent parce qu'il marque peu, et du coup est-ce que mentalement il se dit bon bah je vais vous montrer, et que comme là il est en confiance, il frappe beaucoup plus, sauf que son taux de but par tir est pas exceptionnel malgré tout, même s'il marque. Donc ouais, est-ce que ça lui prend la tête et du coup ça influence ses décisions, ça on n'en sait rien. Voilà, la conclusion c'est qu'il est pas dans le groupe. Alors moi, au niveau de mon avis, je trouve qu'il y a une équipe quand même avec et sans Dembélé offensivement. Je trouve que son absence se ressent, qu'en général l'équipe est quand même plus dangereuse avec lui. Néanmoins, pour moi, l'institution doit toujours être plus forte que le club, et c'est quelque chose de marrant parce que là j'ai vu plein de réactions sur les réseaux sociaux de Parisiens, et d'ailleurs les mêmes qui se plaignaient à l'époque et qui disaient que l'institution doit toujours être avant tout, passer avant tout. Voilà, on a vu tous les scandales qu'il y a eu, Mbappé, Neymar, Messi. Ces dernières années, je vous fais pas un dessin. Toutes les fois où les joueurs ont plus compté que le club, où ils ont eu plus d'avantages que les autres, où ils étaient intouchables. Et il y avait beaucoup de supporters qui ont accusé le coup, qui n'étaient pas du tout satisfaits de ça et qui disaient si tu veux être un grand club ne peut pas se permettre ça. Voilà, il faut être strict et il faut assumer les décisions qu'on prend. C'est ce qui se passe. Donc, faut choisir. Est-ce que les joueurs passent avant le coach, ou est-ce que le coach passe avant les joueurs? Il va falloir choisir. Parce que maintenant que c'est le cas, je vois beaucoup de vestes se retourner et de gens dire mais c'est un choix catastrophique, c'est le leader de l'attaque, avant un match contre Arsenal et tout. Oui, ça tombe mal. Ça, oui, je vous le cache pas, ça tombe mal. Et comme je vous l'ai dit avant, moi personnellement, oui, je trouve qu'il y a un PSG avec et sans Dembélé. Mais alors c'est quoi? On commence à avoir des conditions. Nos décisions ont des conditions. Ouais, je t'écarte du groupe, mais je t'écarte du groupe que s'il n'y a pas un match important. Je t'écarte du groupe que si t'es pas le leader technique, ou j'en sais rien, ou d'attaque, comme vous voulez. Tu peux pas. Moi, j'ai travaillé dans l'éducation pendant un moment. Tu peux pas. C'est pas comme ça que ça marche. C'est les mêmes règles pour tout le monde et tout le temps, ou c'est pas de règles. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose pour lequel Guardiola est souvent critiqué. Guardiola aussi, il est critiqué pour ça. Souvent, il va mettre sur le banc des joueurs en forme ou des choses comme ça. Parfois, il n'est pas content de quelque chose. Et ouais, il y a ce truc comme quoi, ouais, c'est leur ego d'entraîneur, ils veulent montrer qu'ils sont plus forts, etc. Peut-être. Ok, peut-être. Ok, mais du coup, quoi alors, on retourne dans l'inverse. Non, faut pas écouter l'entraîneur. Non, c'est les joueurs qui doivent passer en premier. En fait, on fait une hiérarchie. D'abord les meilleurs joueurs, ensuite l'entraîneur, ensuite le... Non. Il faut être clair. On peut pas, il faut être carré. Il y a un moment, il faut être carré. Le PSG a trop souffert ces dernières saisons de décisions totalement aléatoires et d'un contexte sportif incompréhensible pour commencer à faire en fonction, voilà. Non, moi personnellement, non, je peux pas. Et même, je vous le dis encore une fois, si je suis d'accord, c'est vrai que le timing fait pas plaisir, que se passer de Dembélé, ça peut coûter. Mais maintenant, il va falloir faire un choix. Va falloir faire un choix. Est-ce qu'on est tout le temps cohérent, ou est-ce que ça dépend des joueurs? Voilà. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je pense que voilà, Paris, comme je vous le dis, a eu un contexte sportif tellement particulier sur ces dernières saisons. Il y a eu tellement de choses parfois incohérentes, etc. que s'il faut taper du poing sur la table, faut le faire. Oui, peut-être que Paris va perdre contre Arsenal. Peut-être que ça va coûter la victoire. Ça se trouve. Hein. Et du coup, alors là, à n'en pas douter, il y aura des dizaines et des dizaines d'articles et de médias qui vont jeter sur l'occasion pour dire Luis Enrique n'est plus l'homme de la situation, il s'est passé de Dembélé dans un match important, etc. etc. D'accord, mais du coup, il faut faire des choix. D'accord, donc après, toutes les prochaines fois, s'il y a un problème entre un joueur et l'entraîneur, mais qu'il y a un match important, alors tant pis, l'entraîneur ne fait rien. C'est ça qu'on veut?
Voilà, à vous de me dire. À vous de me dire ce que vous voulez, ce que vous trouvez le plus juste et le plus raisonné. Je comprends les deux parties, mais d'un côté, je trouve que c'est un club qui a tellement souffert de ce côté-là qu'il y a un jour ou l'autre où il faudra bien avoir un cadre. Donc voilà, c'est vous qui me dites. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que la vidéo vous a plu, de revenir un peu sur le classement de Marseille et de Reims, de vous détailler un petit peu le contexte de surperformance, la notion en tout cas de surperformance. Est-ce que les équipes arriveront à perdurer sur le long terme? Marseille, je pense, étant donné que, je sais pas, j'ai l'impression que les individualités vont le permettre après Reims à voir. Après, ils ont des joueurs vraiment bons. Hein. Runia Ito, c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1 et assez sous-coté. Nakamura, 3 buts sur les 3 derniers matchs. Là, il marque à chaque match. Voilà, il y a du bon joueur. Il y a de la qualité, mais bon, comme je vous le dis, c'est dur de tenir une surperformance sur le très long terme. Grosse pensée à Antoine Griezmann et un grand merci à tout ce qu'il a apporté à notre équipe de France. Et puis voilà, pour Dembélé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Puis d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt l'équipe.